À 12h10, sous un ciel éteint qui appuyait les toits de tôle comme une main lourde, la cabane de fortune se mit à craquer. Pas un craquement discret, un hurlement sec du bois écrasé, un gémissement de vis rouillées, une plainte de plastique arrachée par des doigts impatients. Un coup de botte envoya valser la porte faite de palettes et de banderoles publicitaires. L'odeur de poussière humide, de carton mouillé et de soupe aux lentilles se mélangea tout à coup au parfum piquant d'un spray au poivre répandu dans l'air. La silhouette en gilet fluo d'un agent de sécurité urbaine se découpa dans l'ouverture, casque brillant, talkie grésillant. Il cria quelque chose sur un ton mécanique, sans regarder l'homme assis par terre sur un tapis élimé, les mains encore serrées autour d'un bol fumant. L'homme avait la peau couleur d'ébène, la barbe poivre et sel taillée court, et le dos voûté par des nuits à dormir sur des planches. Ses yeux, eux, restaient droits, calmes, presque trop tranquilles pour la scène. Il murmura « Je m'appelle Malik. Cette cabane est tout ce que j'ai. » La réponse fut un second coup de botte qui fit trembler les murs fragiles. Des éclats de bois filèrent comme des flèches. Un drone municipal bourdonna au-dessus, faisant vibrer l'air d'un moustique géant. La voix métallique répéta « Zone à évacuer. Ordre préfectoral. » Et le visage du chef d'équipe apparut derrière la visière transparente, sourire mince, peau rose luisante de satisfaction. « Tu sais lire les panneaux, non? Interdit de dormir ici. On t'a prévenu. » La veille, à 19h10, Malik avait partagé un repas qu'il avait mijoté tout l'après-midi. Soupe aux lentilles parfumées au laurier, pain rassis revenu dans l'huile avec de l'ail, et, luxe rare, 2 merguez qu'il avait troquées contre un service rendu au camion de frites du coin. À l'entrée du terrain vague bordé d'acacias, un motard s'était arrêté. Cuire la viande dans cette vieille poêle avait rempli la cabane d'une odeur chaude de cumin et de fumée. Le motard, la peau bronzée par la route, main tatouée jusqu'aux phalanges, portait sur le dos une tête de mort ailée cousue sur un cuir patiné, un Hells Angel, chapitre Rhône. On devinait sous son casque une fatigue ancestrale, celle de 100 kilomètres de pluie froide avalée d'une traite. Malik avait levé la poêle. « Tu as faim ?» L'autre avait hésité, surpris par la politesse simple de cette voix grave. Il avait regardé l'intérieur minuscule. Un lit fait d'une porte posée sur des parpaings, une radio cassée qui jouait encore la météo en crachotant, 2 portraits glissés dans un cadre fissuré, une femme afro-antillaise au sourire doux, un adolescent en maillot de rugby. Je ne refuse jamais un repas offert. Il avait retiré ses gants d'un geste respectueux, comme on entre chez quelqu'un qui compte. Ils avaient mangé en silence, sauf le glouglou de la soupe, les bruits feutrés des cuillères et la pluie qui s'essuyait sur la bâche du toit. Quand le motard s'était levé, il avait serré la main de Malik avec une force mesurée, presque solennelle. « Merci, frère, tu as donné de ce que tu n'avais pas. » Malik avait répondu avec un demi-sourire. « On a toujours quelque chose. » À 12h10, ce lendemain de soupe et de fraternité, la cabane fut éventrée comme une boîte de conserve. Le chef d'équipe, M. Bréval, ce nom qui claquait comme une gifle, fit un signe et les autres entrèrent. Ils ne portaient pas l'uniforme de la police nationale. Non. Ils étaient une société sous-traitante, mandatée par la mairie pour assainir les terrains vagues avant la signature d'un contrat de réaménagement. Bréval avait la démarche de ceux qui confondent efficacité et brutalité. « Tu vas sortir proprement, Malik. » Pas d'histoire. Il ne le tutoyait pas par camaraderie, mais comme on tutoie un problème. Malik, qui parlait rarement de son passé de caporal-chef dans l'armée française, se redressa pourtant consciencieusement, lentement, comme on se met au garde-à-vous devant une mémoire. Il sentit le picotement du spray lui brûler le nez. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais d'une rage tenue. Cette rage froide des soldats qui ont vu mourir des amis, celle qu'on apprend à mettre en cage pour survivre. « Ma cabane, dit-il, abrite mes souvenirs. Vous n'avez pas le droit de... »« Le droit, c'est moi qui l'ai aujourd'hui, hein ?» fit Bréval avec un clin d'œil vers la caméra du drone. « Regarde, monsieur le SDF héroïque. Regarde bien. » Et il posa sa botte sur la petite boîte en métal posée près du lit, la boîte aux lettres improvisée de Malik, et l'écrasa. Le métal gémit, les lettres s'éventrèrent comme des ailes blanches. On vit un ticket militaire jauni, une médaille cabossée, et ces 2 photos s'échapper, glisser sous la palette, disparaître dans la poussière. La première gifle de la journée ne fut pas un coup.
Ce fut le bruit sec d'une latte qu'on arrache, le cri d'un clou, la cassure d'un cadre. La seconde fut un mot. Parasite. Il n'était pas crié, il était dit doucement, entre les dents, avec la concentration d'un homme qui choisit sa pierre pour faire le plus mal. Malik sentit la vieille brûlure au thorax, celle du souvenir d'une éclatante chaleur en opération, remontée comme une flamme. Il posa sa main sur le tronc rugueux d'un acacia, chercha l'apaisement dans la texture de l'écorce. À 12h20, il respira plus lentement, rassembla ce qui pouvait l'être. Une veste polaire, un carnet où il écrivait ses rêves pour ne pas les perdre, un petit briquet gravé « Aux frères d'armes ». Il ne cria pas, il ne supplia pas. Il dit « Je sors, mais je reviens ». Bréval eut un rire bref qui ressemblait à un aboiement. « Tu ne reviens pas, demain, ici, ce sera propre ». Le soir, à 21h15, sur le groupe de messagerie d'un chapitre de motards, une photo tournait, celle d'une cabane éventrée, d'un bol renversé, d'un homme debout, droit comme un chêne malgré le vent. La légende disait « Ce frère m'a nourri hier alors que je gelais. Ils ont cassé son monde ». La photo avait été postée par le Hells Angel aux mains tatouées, qui s'appelait Daniel mais qu'on appelait Dino, sur la route. Les réactions avaient afflué en grappes serrées, poings levés. Où? Quand? On y va. On aurait pu croire à de la fureur simple, mais ce qui naissait à cette heure précise, c'était plus que de l'indignation. C'était une géométrie. Des itinéraires s'écrivaient, des remorques se proposaient, des outils se comptaient, des couvreurs disaient « J'ai mes harnais », un menuisier ajoutait « J'apporte la cloueuse », on a un groupe électrogène. Quelqu'un écrivit « On reconstruit plus grand, on reconstruit mieux, on reconstruit demain ». Et un autre ajouta « Et on le fait en plein jour ». Qu'ils regardent, qu'ils apprennent. Bréval, pendant ce temps, écrivait un mail. On aurait dit un homme consciencieux. Phrase courte, conclusion ferme, chiffres. Il se disait gestionnaire. Il se voyait comme un chirurgien de la ville, coupant l'inutile pour sauver le corps. Son mail parlait de troubles à l'ordre public, de dépotoirs, de risques d'incendie. Il joignit une photo prise par son drone, recadrée pour ne montrer que le pire. Il l'envoya à la directrice de cabinet du maire avec cette phrase « Intervention effectuée, site neutralisé ». Il savait pourtant que derrière ces mots, il y avait des visages, des mains, des histoires. Et cette connaissance, il l'avait enterrée dans un coin de sa tête avec d'autres choses qu'il ne fallait pas toucher. Le souvenir de son père devenu silencieux après l'usine fermée, la gêne qu'il avait éprouvée, adolescent, devant un camarade noir humilié par un professeur. Bréval ne se pensait pas méchant. Il se pensait nécessaire. Au petit matin, à 7h40, le grondement arriva avant les silhouettes. Pas un grondement agressif, quelque chose comme une houle de métal et de piston, un roulement profond qui vibrait sous la peau. Les acacias frissonnèrent. Les oiseaux s'envolèrent en un nuage gris. Le quartier, coincé entre un périphérique et une ancienne voie ferrée, se réveilla d'un coup. Fenêtres qui s'ouvrent, visages qui apparaissent, téléphones qui filment, boulangers qui ralentissent le geste de sortir leurs baguettes des fours. 50 motos se garèrent en éventail, pare-boue luisant, sacoches pleines d'outils cognant doucement comme des clochettes. Les cuirs portaient tous la même tête de mort ailée, brodée avec soin. Mais dans les yeux, il n'y avait pas d'orgueil. Il y avait cette détermination simple des gens qui savent exactement pourquoi ils sont là. Dino descendit de sa machine, posa très doucement son casque sur la selle, comme un pèlerin pose une offrande. Il chercha Malik du regard. Il n'eut pas besoin longtemps. L'homme était là, debout, la veste polaire sur les épaules, les traits tirés par une nuit passée à marcher pour ne pas se refroidir. Ils se serrèrent la main sans un mot. Autour d'eux, les motos coupaient leurs moteurs les unes après les autres, et le silence qui retomba eut le poids d'une promesse. Un camion plateau se rangea à côté d'une bouche d'égout. On entendit le cliquetis d'un treuil, le froissement de bâches neuves, le choc sourd d'un madrier posé au sol. Une femme en bandana rouge, on l'appelait Jade, déroula une grande feuille plastifiée, un plan dessiné à la main, à l'échelle, avec des cotes. « On fait simple », dit-elle. Une base en bastingue traitée, une ossature propre, pare-pluie, laine de bois, OSB, puis bardage. On monte un poêle à bois avec conduit double paroi. On met 2 petites fenêtres et une porte isolée. On fixe tout aux ancres. Toit en bac acier.
Et on ajoute un petit auvent pour la pluie. Son ton était calme, assuré, celui d'une professionnelle. Elle précisa « On fait ça propre, aux normes. Et on laisse un dossier technique. » Un autre motard, à la barbe blanche, posa sur une table pliante des croissants encore tièdes. L'odeur de beurre frais se mêla à celle, vive, des planches neuves qu'on déballait. Malik ferma les yeux un instant. Dans sa gorge, une bouffée chaude de gratitude monta, lui piqua les yeux, lui fit porter la main à sa médaille cabossée. À 8h15, les premiers coups de marteau sonnèrent, clairs comme des cloches. Les visséries chantaient, les scies électriques ronronnaient, les mètres rubans claquaient. Un jeune voisin s'approcha, casquette vissée, regard méfiant. Dino lui tendit des gants. « Tu tiens ça ?» Le garçon hocha la tête et se mit à tenir une lisse avec le sérieux d'un chirurgien. Une femme âgée descendit avec un thermos de café. Elle versa dans des gobelets, l'arôme sombre flottant entre les copeaux et la poussière. Les enfants, à distance, comptaient les motos en chuchotant. Chaque geste était utile. Chaque outil passait de main en main comme une torche dans une nuit. Et sur le smartphone de Jade, une caméra filmait tout depuis un trépied. Le plan, les vis, les mains, le visage de Malik, qui peu à peu se redressait comme une plante retrouve la lumière. À 9h, Bréval arriva. Vieux diesel municipal tout sautant, gyrophare dont la lumière peinait dans le jour franc. Il sortit, nerveux, accompagné de 2 collègues. Son regard tenta l'autorité. Mais ce qu'il vit le désarma. Pas une bande, pas un désordre, un chantier, avec lignes tracées à la craie, scotch de marquage au sol, zone de sécurité, extincteur visible. Une affichette plastifiée disait « Reconstruction solidaire, respect du voisinage, chantier ouvert ». On lui remit un casque de chantier. Par réflexe, il le prit. « Intervention illégale », balbutia-t-il enfin, levant son carnet. Jade répondit sans hausser la voix. « Terrain privé laissé à l'abandon par la société X, propriétaire, qui n'a pas sécurisé. Malik occupe les lieux depuis plus de 3 hivers. Nous reconstruisons une structure non permanente, démontable, plus sûre que la précédente, avec matériaux conformes et plans de prévention. Vous pouvez filmer, nous aussi. » Dino ajouta « Vous avez détruit hier sans procédure contradictoire, sans solution proposée ni mise à l'abri. Aujourd'hui, on répare et on documente. » Le mot « documente » tomba dans l'air comme un caillou dans un lac. Les ondes s'étendirent. Des voisins levèrent leur téléphone. Un journaliste local, alerté par la rumeur, approcha à pas rapides, micro à la main, regard allumé. Bréval tenta de reprendre la main. Il s'adressa à la caméra. « Nous devons garantir la sécurité de tous. Ces installations sauvages, c'est un danger. » Il eut un sourire à l'emporte-pièce. Par ailleurs, l'alcool, les nuisances... Malik s'avança d'un pas. Sa voix n'était ni agressive ni suppliante. Elle était ferme, claire. J'ai servi la France pendant 12 ans. J'ai monté des tentes sous la mousson. J'ai porté des blessés dans des camions troués. J'ai fermé les yeux d'un ami à 4h12 du matin, sur une piste, quand la poussière collait à la langue comme du plâtre. À mon retour, j'ai demandé de l'aide. On m'a donné des numéros à appeler. On m'a donné des rendez-vous. J'ai fait la queue dans le froid. Parfois, j'ai bu, oui, pour dormir sans cauchemar. Mais j'ai toujours ramassé mes mégots. J'ai toujours dit bonjour aux enfants. Et hier, j'ai offert à manger à un homme qui avait froid. Un silence se fit, dense comme un tissu. Malik ajouta en regardant Bréval droit dans les yeux. « Vous avez piétiné mes photos. J'aimerais les récupérer. » À 10h moins le quart, la structure se dressait déjà, squelette propre aux angles précis. On entendait le crissement d'un rouleau de pare-pluie, l'agrafeuse ponctuant la matinée de petits claques nets, le frottement doux de la laine de bois. Jade expliquait, didactique à la caméra, « On isole, on coupe les pontes thermiques, on laisse respirer, on mettra un détecteur de fumée, on a prévu un extincteur à poudre, et le poêle sera installé par un fumiste diplômé. » Elle détaillait avec une patience d'institutrice. Ce n'était pas seulement une cabane qu'on bâtissait, c'était un argument, un procès-verbal de décence. Les vis craquaient, puis se serraient, les bras se tendaient. Le souffle faisait de la buée dans l'air encore frais. Le soleil, timidement, troua un nuage. Et sur une table à tréteaux, un dossier prenait forme. Copie des plans, liste des matériaux, fiches techniques imprimées, attestation de dons. Dino avait écrit au crayon. Dossier remis à qui de droit.
À 11h20, le moment bascula. Le camion municipal revint, mais derrière lui, une voiture grise avec gyrophare, la police. Les casquettes bleu marine descendirent, figures fermées, mains posées sur leur ceinture, regard professionnel. L'un d'eux, la cinquantaine, moustache taillée, s'arrêta à 2 pas de Malik et le considéra. Il ne vit pas un parasite. Il vit un visage fatigué, des mains blessées mais propres. Un homme debout entouré d'autres hommes et femmes qui ne jouaient pas à la guerre, mais à la reconstruction. Bréval, soulagé, s'avança. Vous voyez, troubles à l'ordre public. L'officier ne répondit pas à Bréval. Il s'adressa à Jade. Responsable du chantier? Elle leva la main. On est tous responsables, mais je coordonne. Il observa les lignes de sécurité, l'extincteur, les gants, les casques. Il hocha la tête imperceptiblement. Puis, d'une voix neutre, « Continuez. Nous restons pour la circulation. » Bréval ouvrit la bouche, puis la referma. La caméra du journaliste capta cette hésitation, ce moment où un chef perd son récit. C'est là que la première révélation tomba. Dino, discret, avait fait tourner la veille la vidéo de la destruction, captée par un voisin. On y voyait clairement Bréval pousser du pied la boîte en métal. On y entendait le mot « parasite ». Et le drone, en gros plan, filmait la plaque plastifiée avec un nom et un numéro d'agent. La vidéo, montée avec sobriété, légendée, commença à se propager sur les réseaux alors même qu'on vissait la dernière lisse basse. Les commentaires affluaient. Honte, respect pour Malik. On vient t'aider. Une aide imprévue se manifesta. Un syndic du quartier offrit des dalles de récupération. Un artisan posa sans facturer une gouttière et une cuve de récupération d'eau de pluie. Un pasteur passa avec des couvertures propres. Une prof de français apporta un livre relié de poèmes de Césaire, posa sa main sur le bois tiède du bardage et dit « Il faudra une bibliothèque, même petite. » À 13h10, on posa la porte. Elle ferma sur un déclic doux qui sonna comme un écho de dignité. On avait fixé à côté une boîte aux lettres neuves en métal brossé, vis bien serré, nom gravé sur une petite lamelle. Malik A. Jade invita Malik à écrire la première lettre à mettre dedans, pour la chance. Il hésita puis griffonna sur un papier. Merci pour le pain partagé, la main tendue, la dignité rendue. Il la glissa dans la fente. Des applaudissements, spontanés, claquèrent comme des drapeaux dans le vent. L'odeur de résine, de métal chaud, de café réchauffé flottait dans l'air. Le poêle n'était pas encore posé, mais on pouvait déjà imaginer le ronron du feu. On avait fixé à l'intérieur, près de la porte, un cadre neuf. Dans ce cadre, 2 copies des photos piétinées, imprimées depuis les fichiers retrouvés dans le carnet de Malik. La femme au sourire doux, l'adolescent au maillot de rugby. Malik, les yeux humides, se pencha et embrassa le coin du cadre comme on embrasse une joue qu'on n'a pas serrée depuis trop longtemps. Jade demanda le silence. Sa voix prit une ampleur qui dépassait sa taille. On n'est pas venu faire un coup. On est venu pour que ça change. Elle leva le dossier technique. Ce chantier est propre, sûr, documenté. Demain, s'ils reviennent cassés, ils ne détruiront pas un tas de planches. Ils détruiront un projet conforme, soutenu par des voisins, par des professionnels, par des gens qui ont mis leur nom et leur visage. Elle pointa du doigt la caméra. Et on demandera des comptes. On sentait dans ces mots la douceur d'une main qui pense et la dureté d'une main qui s'oppose. Bréval, pâle, tenta une sortie. Je ne fais qu'appliquer. Le policier moustachu le regarda longuement. On applique la loi, pas l'humiliation. Ce jour-là, le climax n'eut pas besoin d'une estrade. Il eut un public, le quartier entier. À 14h, Dino demanda à Malik de poser la dernière vis du bardage. Les 50 motards se rangèrent en demi-cercle, les enfants sur les épaules des pères, les téléphones levés. Malik avança, la vis entre le pouce et l'index, un tournevis dans l'autre main. Il la plaça, prit le temps de respirer, pressa lentement. Le bois gémit puis accepta. La vis entra, droite, régulière. Un silence traversa la foule, puis un souffle commun, puis une acclamation. Quelqu'un lança un « bravo » qui en appela d'autres, et bientôt c'était un grondement doux, une marée d'applaudissements, un tonnerre sans éclair, juste la pluie dorée de la reconnaissance. Dino s'approcha, tendit à Malik une veste, pas un cuir de club, une veste simple noire doublée de polaire, brodée au cœur d'un petit symbole ailé discret. « Pour quand le vent pique » dit-il.
Malik la passa. Elle lui allait comme si on l'avait faite pour lui. Alors seulement, les chiffres entrèrent en scène. Pas comme des balles, comme des balises. Le journaliste avait préparé ses notes. Il posa des questions, Jade répondit calmement. Combien de personnes comme Malik, ici, en France, reviennent de mission avec un stress post-traumatique et se retrouvent à la rue? Combien de places d'hébergement dédiées? Combien de dossiers s'enlisent? Elle ne donna pas des chiffres pour écraser. Elle donna des ordres de grandeur pour éclairer. Elle parla de carences de suivi, de délais administratifs qui s'étirent, d'hôtels sociaux saturés, de renvois de guichet en guichet. Elle cita des associations qui tiennent, à bout de souffle mais debout. Dino évoqua des camarades tombés pas au front mais après, tombés de fatigue, de solitude, de honte. Malik ajouta des détails concrets. Les nuits où le froid s'insinue, même quand on superpose 3 chaussettes, le mal de dos qui tord à 4h20 du matin, l'odeur de carton mouillé qui colle à la gorge, la façon dont un bonjour d'enfant peut tenir quelqu'un en vie toute une journée. Bréval, alors, fit sa dernière tentative de fable. Devant une autre caméra, il parla d'appel d'air, de territoire perdu. Il dit « On ne peut pas laisser faire ». Sa voix sonna creux, comme un bidon vide heurté par le vent, car en face de lui, il n'y avait pas le chaos qu'il avait vendu. Il y avait une maison minuscule mais pensée, un poêle qui serait posé par un pro, des voisins qui avaient apporté de l'eau, des torchons, un calendrier. Il y avait une boîte aux lettres avec un nom, et dans la boîte, une lettre. Il y avait des témoins. Il y avait les mains d'un homme qui avait tenu un fusil pour la République, et tenait, aujourd'hui, un tournevis avec la même conscience. Alors la fable de Bréval se fissura. Dans les commentaires qui défilaient sur l'écran du journaliste, on lisait « On passe demain avec des livres. Qui a un petit frigo? Juriste ici, je me propose. Architecte, je peux vérifier la tenue au vent. » Le récit changeait d'auteur, là, à l'instant, sous le ciel clair. En fin d'après-midi, à 17h30, le poêle souffla sa première chaleur. L'odeur métallique s'adoucit et se mêla au parfum de bois neuf. Un thé à la menthe infusa doucement, couvrant d'une vapeur claire l'intérieur propre. Malik s'assit sur son lit. Plus une porte posée sur des parpaings, mais un sommier simple, propre, surélevé, drap housse tiré, couverture pliée. Il toucha chaque objet comme on touche une relique. La tasse, le crochet où pendre sa veste, l'étagère où reposait le recueil de poèmes, la fenêtre par laquelle on voyait les acacias. Dino resta debout, comme s'il ne voulait pas prendre trop de place. « Tu nous as rappelé ce qu'on est censé être, » dit-il enfin. « Pas des types qui font du bruit pour rien, des frères qui répondent à la fin quand elle frappe. » La soirée ne s'acheva pas sur un triomphe tapageur. Elle s'acheva sur un au revoir bas, sur des poignées de main, sur des moteurs qui redémarrent un à un, sur la promesse murmurée qu'on repasserait. Les phares tracèrent des rubans jaunes, puis la nuit reprit ses droits, propre, net, éclairé par la braise dans le ventre du poêle. Malik, avant d'éteindre la lampe, ouvrit sa boîte aux lettres. Une seconde enveloppe l'y attendait. À l'intérieur, une carte. Demain à 9h, rendez-vous au centre d'accueil des anciens combattants. Nous avons obtenu un entretien prioritaire. Signé Jade et Dino. Il posa la carte contre son cœur. Dehors, le vent tourna. Il portait l'odeur lointaine d'un fleuve et d'une boulangerie encore au travail. Les jours qui suivirent, la réparation ne fut pas seulement matérielle. Elle devint contagieuse. Une pétition circula, exigeant que les procédures d'évacuation cessent sans solution réelle de relogement. Le journaliste diffusa un reportage long, sans musique dramatique, juste des plans, des voix, des mains. Le visage de Bréval apparut, son mot « parasite » résonna. Mais il n'était pas traité comme un monstre. Il apparaissait comme un rouage, dénudé, visible, obligé de rendre des comptes. Au conseil municipal, une conseillère posa des questions simples et insistantes. Qui piloterait désormais la relation avec les personnes sans abri? Avec quels moyens? Avec quel délai? On parla de coordination, de file active, de référent. Le mot « dignité » fut prononcé à voix haute plusieurs fois, comme pour l'installer dans la pièce autant que dans les documents. Le dossier technique de Jade, lui, devint le cœur d'un petit mouvement. On le téléchargea, on l'adapta, on le fit circuler. Il disait « Voilà comment construire vite et propre pour qu'un humain n'ait pas froid. Voilà comment sécuriser un poêle. Voilà comment ventiler.
Voilà comment obtenir un rendez-vous utile. Voilà les numéros qui répondent. Des clubs de motards d'autres régions écrivirent, photo à l'appui, qu'ils avaient abattu eux aussi, une cabane digne, pas pour défier, mais pour montrer. Dans une ville portuaire, une brigade des douches improvisa un système d'eau chaude mobile. Un lycée professionnel proposa de dédier un module à la fabrication de cabanes démontables pour situations d'urgence, dirigé par un professeur qui, la gorge serrée, disait « Mes élèves ont des mains qui veulent servir ». On déposait devant la porte de Malik, de temps en temps, des choses utiles et belles. Un mug avec une phrase de Senghor, un plaid doux, un petit transistor qui capte bien, une plante en pot qui résiste au froid. La justice, lentement, entra en mouvement. Pas dans une salle solennelle, pas encore. Dans des bureaux, des mails, des rendez-vous. Le préfet, pressé par les images et les signatures, ordonna une enquête interne sur le contrat d'externalisation confié à la société de Bréval. On examina le respect des procédures, l'information donnée, la présence ou non de travailleurs sociaux. On demanda des comptes sur le drone qui filmait l'humiliation. Des mots officiellement sans passion, manquement, écart, défaut de coordination, vinrent collés comme des étiquettes qui brûlent longtemps. Bréval fut suspendu. On lui proposa une formation au rapport éthique. Il signa, les yeux bas. Chez lui, le soir, il rouvrit une boîte qu'il gardait au fond d'un placard. À l'intérieur, un vieux badge de l'usine de son père. Il resta longtemps à le tenir sans rien dire, en écoutant un silence qui n'était pas vide. Quand arriva la convocation au centre des anciens combattants, on était un mardi, à 9 heures pile. Il faisait froid, mais un froid qui rend le ciel d'un bleu intense. Malik se présenta en avance, veste noire propre, dossier sous le bras, pas le dossier de Jade, l'autre, celui que Dino et une bénévole avaient aidé à reconstituer. Attestation, certificat, étape. On lui parla calmement. On lui dit « Monsieur ». On lui proposa un accompagnement psychologique. On lui accorda un petit budget d'urgence. On l'inscrivit dans un calendrier pour un logement plus durable. Rien de miraculeux, rien de spectaculaire. Mais il y avait, dans le timbre des voix, une rectitude. Au sortir à 10h20, Malik regarda le fleuve couler lentement au-delà des platanes. Il serra le dossier contre lui, respira longuement. L'air avait goût de fer et de pain chaud. Le verdict, si ce mot doit être prononcé, fut public sans robe ni marteau. Une conférence de presse un vendredi, à 11h. La mairie annonça la fin des démolitions sans solution, la création d'une cellule de médiation avec les associations, la révision des contrats de sous-traitance, l'obligation d'un travailleur social présent lors de toute intervention. On aurait pu applaudir et passer à autre chose. Dino, au micro, dit seulement « Nous garderons un œil. Parce que l'oubli est rapide, parce que la pluie revient. » Jade ajouta « Nous déposerons dans 15 jours 3 prototypes de micro-habitats démontables, conçus par des lycéens encadrés, pour évaluer une mise à disposition temporaire encadrée. » Le maire, un instant, parut vraiment écouter. Ce n'était pas un conte, c'était une négociation avec le réel. Quant à Bréval, il fut convoqué, interrogé, recadré. On lui proposa d'aller s'excuser. Il vint un matin à 9h30, seul, sans caméra. Il se tenait gauche devant la porte de bois clair. Il frappa, entra quand Malik dit « oui ». Il tenait dans sa main un cadre en bois. Il dit, d'une voix qui tremblait un peu, « J'ai retrouvé ça dans le sac des déchets. Je crois que ça vous appartient. C'était dans les photos, les originales, nettoyées, remises dans un cadre neuf. » Malik regarda l'homme, longuement. Il n'excusa pas. Il ne sermonna pas. Il dit « Asseyez-vous ». Il servit du thé. Le silence fut long, mais pas hostile. Quand Bréval se leva, après, il murmura « Je ne suis pas sûr d'être un salaud, mais ce que j'ai fait était salaud. » Malik hocha la tête. « Alors, on fait autre chose. » 6 mois plus tard, le terrain vague ne l'était plus vraiment. On l'appelait le Bosquet. De petites cabanes temporaires, toutes propres, toutes documentées, y étaient posées pour des durées courtes, dans un cadre clair. On venait y apprendre à réparer une fenêtre, à poser une gouttière, à écrire un courrier efficace. Un samedi par mois, des motos arrivaient, moins nombreuses, pas besoin d'impressionner, assez pour dire « on est là ». On partageait un repas, soupe fumante, pain craquant,
fromage qui sentait la cave fraîche, l'odeur de poisson grillé parfois, un air d'accordéon, un rire d'enfant comme une clochette. Le poil de Malik ronronnait. Sur l'étagère, des livres, Césaire, Damas, des carnets de recettes, des manuels d'électricité. Un album photo commencé. Malik donnait parfois, à 18 heures, de courts ateliers aux voisins. Comment allumer un feu propre, comment économiser la chaleur, comment demander de l'aide sans se perdre. Sa voix restait grave et simple. Il disait « nous » plus souvent que « je ». Le Hells Angel aux mains tatouées passait de temps en temps, casque à la main, sans frime, juste une présence. Il n'y avait pas de dette à solder. Il y avait cette reconnaissance réciproque, cette chaîne discrète qui relie deux hommes qui, un soir, ont partagé un bol de soupe et un matin, ont tenu ensemble une pièce de bois pour qu'elle soit droite. Le quartier avait appris quelque chose de précieux. L'action visible a du poids. Le respect est une architecture, et les cabanes, quand elles sont faites avec soin, peuvent être des manifestes. On ne romanticisait pas la misère. On la refusait d'un geste concret à hauteur d'homme. Certains jours, une pluie fine tombait, odeur de terre levée, bruit feutré, et on voyait la fumée du poêle filer droit, comme une ligne qui dit « Ici, quelqu'un a chaud ». Le soir d'un dimanche, à 20h20, Malik sortit s'asseoir sous l'auvent, une couverture sur les genoux. Le ciel avait cette couleur de cassis diluée qui n'appartient qu'aux fins d'été sur les fleuves lents. Il posa sa tasse de thé sur la tablette, sentit la tiédeur traverser le bois. Il ouvrit son carnet. Il écrivit, avec le stylo offert par la prof de français, « Je ne suis pas sauvé parce qu'on a construit. Je suis relevé parce qu'on m'a regardé. » Il releva la tête. Au loin, on entendait un train. Tout près, les feuilles d'acacia frottaient un peu entre elles. Une moto passa, pas vite, comme pour ne pas réveiller un enfant. Malik sourit. Il pensa à son ami tombé, à 4h12, à des milliers de kilomètres, et il lui parla à voix basse, comme on parle à un frère qui comprend. Tu vois, on tient. L'histoire ne se résume pas à un geste héroïque de 50 bikers. Elle se tisse d'une soupe offerte un soir de pluie, d'une cabane fracassée à 12h10, d'un plan dessiné à la main, d'un dossier posé sur une table, d'une boîte aux lettres fixée avec 4 vis, d'un monsieur prononcé sans ironie, d'un on continue dit sans grandiloquence. Elle rappelle que le mal peut prendre la voix paisible de l'habitude et la tenue fluorescente de l'efficacité, que l'injustice se glisse dans les procédures si on ne l'en chasse pas, que le respect se construit avec du bois droit et des mots droits, que la honte recule quand les yeux des voisins ne se détournent plus. Elle dit aussi que les anges n'ont pas toujours des ailes blanches. Parfois, ils ont une tête de mort brodée dans le dos, des mains graisseuses, des plans pliés dans une poche. Parfois, ils font du bruit au départ et laissent du silence apaisé derrière eux. Quand on demande « À quoi ça sert tout ça ?», on peut répondre « À 3 choses. À rendre à un homme son nom, à rappeler à une ville ce qu'est une communauté, à apprendre pour la prochaine fois, ou poser la première vis pour que tout tienne. Et si quelqu'un insiste, on peut lui faire entendre, à l'aube, le bruit d'une porte qui s'ouvre et qui se referme bien, avec un clic net. Ce son-là, petit et propre, vaut des discours.